Comme un effet de mode, le sentiment anti-français devient de plus en plus l'une des caractéristiques majeures de la jeunesse et pas que africaine contemporaine. Pas de mois, voire semaines, sans que l'on entende de ci, de là sur le continent, eh bien, des slogans justement, tels que mort à la France et alliés, France dégage ou encore non au franc CFA. Mais alors, comment expliquer tout ceci? Comment en est-on arrivé là? La faute à Macron peut-être? Pourquoi tant de colère contre la France en Afrique de l'Ouest? Nous tenterons donc de répondre à toutes ces interrogations avec M. Olivier Michel de Campos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et juste en face de vous, Hamzat Abdoulaye. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver en plateau. C'est un plaisir. Ça faisait un petit moment, de rien. Quelques semaines déjà. Oui. Vous êtes tous deux donc consultants et analystes géopolitiques et on va tenter de répondre à la question que voici. Pourquoi tant de colère contre la France en Afrique de l'Ouest plus particulièrement? Nos amis téléspectateurs peuvent donc participer aux échanges en nous appelant au 96 116 68 68 en temps opportun. Le temps pour nous de planter le décor. Question simple, facile, mais va-t-on pouvoir y répondre assez facilement, Olivier Michel de Campos? Alors, vous faites bien d'introduire de cette façon-là parce que si je ne vous connaissais pas, je dirais que vous voulez me poser une colle. tant la question est assez complexe et difficile à répondre parce que lorsque l'on parle de colère ou de sentiment de colère ou en tout cas cette propension-là aujourd'hui qu'on observe avec un rejet quasi systématique de la France, elle fait appel quand même à plus de passion, à plus de passion que de raison. Alors donc, c'est assez difficile à analyser, à décrypter. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui relève de la passion justement et ce qui relève de la raison. Alors, ce qui est quand même important et qu'il faut déjà souligner, c'est vrai que la thématique ne le mentionne pas explicitement, mais c'est cette idée-là de sentiment anti-français. Déjà qu'il faudrait qu'on peut-être commence à clarifier, parce qu'il ne s'agit pas tant que de ça de sentiments anti-français, mais plutôt de sentiments anti-politique française. Parce que la distinction est assez fondamentale. La belle preuve, nous sommes en train de nous exprimer pour ne pas tomber dans la xénophobie, voilà, du racisme et autres. Et pour ne pas justement déplacer le débat là où il ne se trouve pas. Parce que nous sommes en train de nous exprimer justement en français. Et un paradoxe. Pas un paradoxe, c'est pour dire qu'on ne peut pas rejeter tout ce qui nous lie. Toute la civilisation française. D'une manière ou d'une autre, parce que ça fait partie de notre histoire, de notre héritage et il faut bien faire avec. Malheureusement. Et également, il faut le dire aussi parce que vous remarquerez que le nombre de personnes, le nombre de jeunes gens qui rêvent toujours d'aller faire leurs études en France, grandit de jour en jour. Les ambassades ne désemplissent pas de demandeurs de visa pour aller en France. Donc, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'un rejet de la France et des Français en tant que nation, en tant que pays, mais plutôt de la politique française en Afrique, peut-être. Ça, déjà, c'est un point important. Qu'il faudrait clarifier. Également, l'autre élément sur lequel je voudrais quand même planter le décor, c'est que lorsqu'on parle de ce sentiment de colère, de cette colère-là contre la France qui grandit de plus en plus en Afrique de l'Ouest, il faut quand même essayer de faire l'analyse, ça impose quand même que l'analyse soit faite à deux niveaux, tout au moins, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. Alors, dans le temps, parce que vous remarquerez que ces opinions hostiles à la France quand même date de plusieurs années. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup à cause du contexte géopolitique, géostratégique et tout ce qui entoure les situations dans les pays d'Afrique de l'Ouest, mais c'est des sentiments qui remontent quand même à très longtemps, à plusieurs décennies. Et je vais juste prendre l'exemple du Burkina Faso avec Thomas Sankara, par exemple, qui était déjà à cette époque-là l'un des fervents, l'un des farouches opposants à tout ce qui était la politique française en Afrique et qui s'affichait ouvertement en leader nationaliste à cette époque, et d'ailleurs qui lui aurait valu donc, tout ce qui s'est passé par la suite. Donc c'est pour dire que dans le temps, c'est un sentiment, c'est des opinions qui remontent quand même à bien longtemps. Maintenant, dans l'espace, parce que vous remarquerez quand même que ce soi-disant en griffe, je mets ça en griffe, cette colère-là contre la France en Afrique de l'Ouest est diversement
manifester compte tenu en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Vous ne remarquerez pas forcément le même sentiment en Côte d'Ivoire, par exemple, ou peut-être au Bénin même, où nous nous trouvons au Togo, que dans un pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Donc c'est pour dire que c'est beaucoup plus lié à ce qui se passe dans ces différents pays-là. C'est beaucoup plus lié au contexte politique, social, économique. Nous en reviendrons certainement, sécuritaire, qui prévaut dans ces pays-là et qui justifie ce sentiment-là, cette colère-là contre la France parce qu'elle est là. Je finirai juste en disant quelque chose. Vous savez, comme le dit souvent un homme politique de chez nous, celui qui ne fait rien ne se trompe pas. Et pour se tromper, il faut poser des actes. Et heureusement ou malheureusement, la France, par sa présence en Afrique, a fait beaucoup. Et quand on fait beaucoup, il y a des risques qu'on se trompe et qu'on fasse également des faux pas. Donc voilà là où nous en sommes et peut-être que dans la suite, on donnera peut-être d'autres détails pour mieux comprendre de quoi il s'agit. On parle donc de colère, Hamzat Abdoulaye, contre la France en Afrique de l'Ouest particulièrement. Pour votre vis-à-vis, donc Olivier Michel de Campos, il s'agit ici plus de passion que de raison. Alors, je comprends cette analyse que je partage. En partie. En partie. Le contraire m'aura étonné. La problématique ici, c'est qu'on parle du rejet de la France. Et rappelez-vous, en 2007, si mes souvenirs sont encore bons, un président français sulfureux qu'on connaît disait le drame de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Sarkozy. Ce qui est faux. Parce qu'à travers le temps, l'Africain ou l'Afrique a démontré à plusieurs reprises sa capacité de résilience, sa capacité aussi à prouver que l'Afrique est entrée dans l'histoire. L'Afrique a une histoire. L'homme africain a une histoire. Et ce n'est pas un président français qui va nous faire croire le contraire. Donc, pour dire qu'historiquement, et c'est ça ce qui continue toujours avec le président Macron, qui matérialise un certain échec de la politique française à l'extérieur et particulièrement dans les États africains. D'où son impopularité, d'où l'impopularité de la France et des Français, surtout dans ces États que mon confrère a cités, comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. Mais historiquement, ce n'est pas un problème qui a commencé en 2022. Ça a débuté, je vais dire même avant la période coloniale. Avant donc cette période coloniale, on avait des figures comme Samori Touré, El Hadji Oumar, qui contestaient déjà la domination sociale établie par le colon, avec la chefferie traditionnelle qui était quasiment achetée par les Français pour dominer ces régions. Donc la contestation n'est pas d'aujourd'hui, c'est un cycle, et ce cycle s'est accentué à travers le temps, les périodes et les époques, et accentué aussi grâce à certains paramètres comme la question de la monnaie qu'on ne cesse on ne cesse pas d'en parler. Le CFA, c'est un drame économique pour l'Afrique. On n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? À cause de la France. Et comment on va s'en sortir? Là, il y a encore une autre question. Ensuite, la question de la sécurité. On sait que depuis le début des années 2000, l'Afrique traverse une crise sécuritaire qu'elle n'avait jamais connue, surtout au XXe siècle. Donc cette crise s'est accentuée surtout grâce à la présence de certaines forces que je vais dire françaises entre griffes qui pensent, et ça c'est toujours dans l'idéologie occidentale et française, c'est-à-dire face à la violence, il faut mettre de la violence. Or, on sait très bien qu'après 1945, il n'y a plus eu une seule guerre qui fut gagnée par l'imposition d'une autre violence, d'une autre forme de violence. Et on l'a vu avec l'imposition, je vais dire, parce qu'on sait que quand il s'agit d'envoyer des débarquements militaires, d'envoyer des contingences militaires pour établir la paix et la sécurité dans certains endroits parce qu'il y aurait une insécurité, parce qu'il y aurait du terrorisme, parce qu'il y aurait une certaine fragilité régionale, eh bien, on s'en est rendu compte avec le temps. Ces forces-là n'ont pas apporté la paix recherchée, la stabilité recherchée. Au contraire, ça a amplifié les situations sécuritaires au point où, quand on prend l'exemple du Mali, qui a un cas concret et palpable, eh bien,
la France a échoué à force de mettre en place des contingents militaires, une structuration militaire pour enrayer le terrorisme. Eh bien, la France est endiguée. Et là, ça remet en place une autre question, celle qui est primordiale. Est-ce que face à la violence qu'on a en Afrique, on doit opposer de la violence? Non, l'approche doit changer. Et je pense que Macron, le président français Macron, a compris les enjeux en densifiant notamment son aide à l'Afrique, en changeant sa stratégie vis-à-vis de l'Afrique, en imposant aussi un dialogue inter-État pour essayer de maintenir une certaine stabilité avec ces États. Mais il faut dire... Il est allé même plus loin, je ne vous coupe pas, Hamzat Abdoulaye, en tendant la main même à la jeunesse africaine, au détour donc, du précédent sommet. Effectivement. L'Afrique. La question que malgré toutes ces initiatives, ça ne marche toujours pas pour les Français sur le continent. Oui, ça ne marchera pas tant que la méthodologie ne change pas. Parce qu'on sait que Macron a initié justement ce dialogue qui impliquait ces jeunes. Mais et les acteurs culturels. Derrière, est-ce qu'il y a eu en termes de changement concret sur le terrain? C'est pour ça qu'on se dit, et ça tous les analystes en la matière partagent cet avis, c'est-à-dire la France fait plus de propositions que d'actions concrètes. La France continue de soutenir, malheureusement, des dictateurs, des autocrates, malheureusement au détriment de la jeunesse africaine qui veut et réclame un changement. Et ça pose un autre grand problème. Et je vais finir par là. C'est le problème de la gouvernance en Afrique. Tant que la France va continuer à s'impliquer d'une façon directe, voire même indirecte à certains moments ou à certains endroits, eh bien, son impopularité sera encore plus croissante parce que la jeunesse avec Internet qui explose, la jeunesse avec surtout la jeunesse africaine. Avec sa capacité de résilience qui intègre plusieurs notions ce qui n'était pas possible il y a quelques années, eh bien cette jeunesse a compris le sens des enjeux. Donc, pour que la France puisse gagner du terrain en la matière, il faut revoir complètement leur politique, leur approche, culturellement, économiquement, stratégiquement, militairement et bien entendu aussi humanitaire. Parce que tant que ces approches ne seront pas mesurées, eh bien on est loin du compte. On y reviendra très certainement sur la fin de ce plateau, Hamzat Abdoulaye, pour parler justement de perspectives et de quoi faire concrètement pour peut-être changer la donne sur le continent. En tout cas pour l'heure, eh bien, ce sentiment anti-français continue d'avoir, on va dire, raison d'être sur le continent. Évidemment, pour Olivier Michel de Campos, il faut préciser qu'il s'agit ici donc d'un sentiment anti-politique française en Afrique, voilà, plutôt que d'un sentiment anti-français tout court. Et la précision en vaut vraiment la peine. Nous sommes habillés en costume en plus. En plus, voilà. Parlons français en plus. Alors, et donc oui, vous le disiez tout à l'heure, cela s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, il y a un certain nombre de variables donc, qui justifient la chose, au rôle desquelles, heureux ou malheureusement, mais plus malheureusement quand même, la question sécuritaire. Tout à fait. Et comment comprendre que la France, soutenant justement les États africains pour lutter contre le terrorisme, soit tout de même décrié, soit tout de même rejeté. Le cas malien est assez probant. Oui, vous savez, lorsqu'on aborde cette question sécuritaire, moi j'y vois toujours derrière la question de développement. Parce que tout le monde vous dira, en tout cas tout expert sérieux et conscient des enjeux vous dira qu'on ne peut pas résoudre ces questions sécuritaires si l'on n'aborde pas en amont déjà les questions de développement. Et la vraie question qui se cache derrière toutes ces difficultés-là que les différents acteurs qui sont sur le terrain sont en train de rencontrer, c'est parce vous savez, le tout militaire, dans une situation pareille, ne peut pas fonctionner. Nous avons déjà plusieurs plateaux ici, nous avons essayé de décrypter un peu les tenants et les aboutissants de cette vague djihadiste sur le continent. Et il ressort que le tout militaire n'est pas forcément la solution. Parce qu'il faudrait quand même inclure la dimension économique, la dimension développement. Vous avez des régions, vous avez des vastes étendues de terre
où l'État n'est pas présent, où l'autorité de l'État ne s'exerce pas, où des populations sont quasiment livrées à elles-mêmes, livrées au bon vouloir des groupes armés terroristes. Et donc, cette question-là sécuritaire, si elle est vue uniquement du point de vue militaire, ne peut pas résoudre la situation. Et c'est peut-être là le péché français. C'est là peut-être que, je dirais pas un faux procès, mais c'est assez facile de s'en prendre à un pays pour l'accuser peut-être de n'avoir pas suffisamment résolu le problème. Mais quand on prend la situation dans un cadre beaucoup plus global, on se rend compte que la tâche est quand même assez complexe, assez difficile. Et peut-être que les autorités françaises ont sous-estimé leur capacité à pouvoir résoldre cette question-là aussi rapidement. Et vous vous souvenez... Surestimé. Surestimé. Et vous vous souvenez, après l'opération Serval, où ils sont parvenus à arrêter l'avancée des djihadistes sur Bamako. Ça, c'était une réelle victoire militaire. Et vous vous souvenez tout l'engouement, toute la liesse populaire qui avait suivi l'arrivée du président François Hollande à l'époque, où il était qualifié de sauveur et tout. Mais vous vous rendrez compte que quelques mois, quelques années après, la donne a complètement changé parce que justement, sur le terrain, il n'y a pas eu suffisamment d'avancées du point de vue du développement socio-économique, du point de vue de la présence de l'État sur le terrain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons qui sont avancées pour justifier telle ou telle situation, mais le fait est que la question sécuritaire est toujours prépondérante, là, et qui constitue l'une des difficultés majeures que beaucoup de gens brandissent aujourd'hui pour accuser la France d'être à l'origine de tous les maux, qui minent les pays africains, en tout cas les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, en parlant du terrorisme surtout, puisqu'on attribue, alors on a parlé d'un président, enfin d'un ancien président français tout à l'heure, son nom a été évoqué par Hamzat Aboulaye, le président Sarkozy, auquel on attribue, à tort peut-être, le décès d'un certain Muammar Kadhafi, par exemple, sur le continent. Qui aura beaucoup lutté justement contre le terrorisme et son décès qui, selon certains experts, serait l'une des causes de cette déferlante terroriste sur la zone Afrique de l'Ouest depuis quelques années. Oui, tout à fait, parce que, bon, vous savez, c'est une zone, on en a déjà parlé, c'est une zone assez complexe, assez dangereuse, et à l'époque, la Libye faisait comme une sorte de tampon pour empêcher justement ces djihadistes la progression, de déferler. Et après tout ce qui s'est passé en 2011, l'ouverture des dépôts d'armes et tout ce qui s'en est suivi, vous imaginez bien que ces groupes-là ont eu la facilité nécessaire pour pouvoir transiter. Par tout le vaste domaine du Sahara pour ensuite maintenant se déferler sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Pour parler dans ce sens justement, parce que vous avez évoqué Muammar Kadhafi, c'est important de revenir là-dessus. En fait, et c'est là aussi, je souligne, là où la politique étrangère française est défaillante. C'est-à-dire, dès qu'on sent qu'il y a un État qui réclame une certaine souveraineté, ou quand sa population réclame une certaine autonomie, une certaine indépendance, eh bien, on attaque les dirigeants qui sont présents sur le terrain. L'exemple de Muammar Kadhafi n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, que ce soit sur le continent africain, voire même sur d'autres continents, notamment en Asie. On a vu aussi à travers l'Afghanistan. Donc, on attaque les dirigeants. On pense que le problème est politique. Et comme l'a dit mon confrère, le problème n'est pas politique. Il ne s'agit pas de changer la tête dirigeante, de changer la tête politique, de changer l'appareil qui gouverne pour changer la donne sur le terrain. Et avec ce qu'on vit aujourd'hui, la Libye n'est jamais sortie de son drame. Au contraire, la situation s'est enlisée. Donc la solution, évidemment, c'est de changer la dynamique étrangère, la dynamique de la diplomatie, la dynamique de l'implication de la politique étrangère de la France en Afrique, en maximisant l'action sociale. Parce que c'est là où se jouent toutes les cartes en Afrique. Quand vous misez sur le social, vous avez une chance, bien entendu, de pouvoir endiguer les autres fléaux que sont le terrorisme, qui ne sont que des nébuleuses, qui ne sont que des électrons qui gravitent autour de notre noyau central, qu'est le problème social. Et tant que ce problème social sera minimisé, tant que l'aspect aussi social qui
concerne bien entendu l'aspect culturel, tant que ça sera toujours minimisé, tant que la politique sociale à l'interne ne sera pas considérée, eh bien, on va subir. Hein. Quand je dis subir, ce n'est pas nous forcément, mais c'est plus les Occidentaux et plus les Français qui vont subir le rejet systématique des Africains et surtout aussi des politiques africaines. Et pour finir, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons mes costards-cravates, mais ça n'explique rien du tout. Aujourd'hui, la France est vraiment en chute libre dans les têtes, dans les pensées, même au sein des universités françaises. Eh bien, les chiffres montrent que les Africains ont de moins en moins envie d'aller poursuivre leurs études en France. Ils préfèrent des destinations comme le Canada, comme l'Allemagne, et j'en passe. Donc, la France est vraiment en chute libre sur tous les plans. Et ça, comme je le disais, le président, il a senti et il est en train de changer sa dynamique en investissant plus dans la dimension culturelle. Il y a eu cette restitution, par exemple, on est bien rendu compte parce qu'il en faut beaucoup plus en restituant les œuvres volées sous une certaine époque de la colonisation. Et on est vraiment loin du compte parce qu'il en faut beaucoup plus pour changer. On ouvre l'antenne dans 1 minute, mais avant, je pose cette question, disons, à Olivier Michel de Compos. Est-ce que la personne du président Macron aussi n'y est pas pour quelque chose, pour ce qui est de la trop suffisance peut-être qu'il dégage? Oui, vous savez, en matière de politique, et surtout pour les États aussi avancés que ces pays occidentaux, qui ont quand même des politiques étrangères qui sont tracées sur la longue durée. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de différence quand vous prenez le fond même. Alors, ce qui change peut-être, c'est l'idiosyncrasie, c'est la personnalité de celui-là qui incarne le pouvoir, qui incarne cette politique. Cette politique-là. Alors oui, effectivement, vous remarquerez que le président Macron tranche avec la génération précédente. C'est d'abord la jeunesse de l'homme, également le fait qu'il n'est pas l'héritier. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous remarquerez quand même que la tendance aujourd'hui a beaucoup changé. Justement, ce qui justifie aussi ce sentiment-là que l'on a, parce qu'on a affaire aujourd'hui à des générations complètement différentes de celles-là qui avaient connu peut-être l'époque de la colonisation, l'époque post-indépendance et tout le reste. Donc vous avez un président du côté français qui est assez jeune, qui est complètement éloigné de cette réalité-là. Et également, vous avez des peuples africains, avec des dirigeants qui, eux aussi, de plus en plus, ne sont plus très attachés à cette époque-là. Donc, il y a une sorte de décomplexification, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Disons en tout cas que sur le continent, on tend plus à un épanouissement. Oui, vous avez des jeunes complètement décomplexés qui n'ont pas comme référence l'époque post-indépendance, toutes les années 60, 70, 80, et qui sont des époques des années 90, 2000, et donc qui sont complètement décomplexés avec l'arrivée des technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux aujourd'hui, et qui ont une nouvelle approche de la chose. Et maintenant, vous avez la personnalité même du président Macron qui, malgré toute sa bonne volonté, quand même, tranche un peu. Parce que beaucoup, quand vous prenez le cas du Mali, par exemple, où il lui a reproché ce ton paternaliste, condescendant et néocolonialiste et tout. Mais c'est pour dire ça, c'est dans l'ADN même du pays, de la France. Je veux dire, parce que, après tout, elle a toujours comment je vais dire, ce petit instinct-là, d'ancienne puissance coloniale, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. De mère patrie, c'est ça. Et du coup, elle a quand même toujours des intérêts à défendre en Afrique. Et ça, c'est très important. On n'en a pas peut-être suffisamment parlé, mais quand on parle de toutes ces questions-là, on ne peut pas en parler sans aborder la fameuse question de la France-Afrique. Même si tout le monde veut faire croire que c'est fini et que ça a changé, mais c'est ce système-là, ce système institutionnel, politique, diplomatique et de réseau d'influence qui permet à la France de conserver une sorte d'influence sur le continent. Sur les anciennes colonies, continue d'avoir cours. Et c'est important parce qu'elle a des intérêts à défendre. Elle a, au niveau économique, des entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont sur le terrain. Et donc, elle a besoin d'avoir toujours le contrôle de la situation pour pouvoir promouvoir ses intérêts. Donc, c'est assez fondamental. Et pour finir, je dirais qu'il ne faudrait pas déplacer le débat, c'est-à-dire, je ne suis pas trop dans la perspective de
accuser peut-être la France, comme le disait mon confrère, par rapport à sa politique étrangère ou tout. Je pense que la France fait ce qu'elle a à faire pour ses intérêts. Il revient aux Africains de faire ce qu'ils ont à faire eux-mêmes pour leurs intérêts. C'est aussi simple que ça. Donc tout ce que la France fait en Afrique, elle le fait parce qu'elle a des intérêts à promouvoir et elle fera toujours tout ce qu'elle peut pour que ces intérêts-là soient promus et à son avantage d'abord, après les autres après. Que les pays africains aussi agissent donc dans le sens de leurs intérêts. C'est tout l'enjeu. N'est-ce pas là ce que fait peut-être le Mali depuis quelques mois. 96, 76, 68, 68, 96, 76, 68, 68, c'est maintenant qu'il faut nous appeler. 96, 76, 68, 68, pour venir participer à cet échange avec Hamzat Abdoulaye et Olivier Michel de Campos. On aborde donc la question du sentiment anti-français sur le continent. Pourquoi tant de colère contre la France en Afrique? Oui, je parlais du cas malien, Hamzat Abdoulaye. C'est probant. C'est un cas palpable, justement, de ce sentiment anti-français qui grandit, qui prend de l'ampleur. Oui, et un proverbe bambara, c'est peut-être, j'aime bien souligner ce proverbe bambara parce que c'est un contexte malien aussi qui dit souvent, on ne rase pas une personne en son absence. Dans son absence. Donc, c'est ce que les Français, les politiques françaises surtout, n'arrivent peut-être pas à comprendre. On ne peut pas décider à la place des Africains en leur absence. Et on ne peut pas décider du sort de toute une nation, de tout un peuple, sans prendre leur avis, sans prendre tout au moins leur position sur les questions dont il s'agit. Et c'est là ce qui frappe surtout, parce que quand je vois le président Macron, vous en avez parlé tout à l'heure, mon confrère aussi a eu le temps de le souligner. Oui. Pour moi, Macron, c'est un peu la projection de François Mitterrand. C'est-à-dire ce président qui se veut paternaliste, ce président qui se veut réunificateur, sans comprendre forcément les enjeux qu'il y a en Afrique, sans comprendre vraiment les dimensions stratégiques, sociales, politiques en Afrique, mais qui veut toujours mettre en avant la France, qui veut toujours mettre en avant les intérêts français au détriment des intérêts africains. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'est qu'une illustration, n'est qu'une, je vais dire, on parle de simulus-réponse, mais ce n'est qu'une réponse par rapport à tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années après les indépendances. Donc, on ne doit plus être surpris si le cas malien se reproduisait par exemple au Bénin, parce qu'on parlait du Bénin comme étant forcément pas, n'ayant pas forcément la même dynamique vis-à-vis de l'approche française. Mais tout peut changer à tout moment, parce qu'on a parlé de la dimension technologique, tous les jeunes béninois ont les informations et on sait exactement ce qui se passe à différents endroits et on sait aussi le degré d'implication. Quand on lit les rapports du Sénat français, on sait exactement les degrés d'implication des Français en Afrique ou en Afrique de l'Ouest. Donc, ça ne doit pas surprendre si ces réactions arrivaient. Mais pour que cela n'arrive pas, je l'ai dit tantôt, maximiser sur le social, maximiser sur l'investissement sur le capital social et sociétal. Et ça semble être mis de côté depuis un moment. Quant au Mali, pour finir, le Mali a entamé une démarche pour les jeunes qui semble louable, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez évoqué Sankara. Sankara était dans la même dynamique. Donc, ce n'est pas des dynamiques qui datent d'aujourd'hui. La question est de savoir, est-ce que le Mali va réussir à fédérer sa population autour de cette idéologie pour faire en sorte que même quand la tête va partir à un moment ou à un autre, eh bien, l'idéologie puisse continuer à vivre et à travers les esprits politiques et aussi à travers la dimension civile et sociale. Donc c'est ça le nœud de la question. On a beaucoup fait référence à Thomas Sankara. Un mot sur le Burkina Faso, très rapidement. Est-ce qu'on n'est pas en train au Burkina Faso aussi de marcher finalement sur les pas du Mali, petit à petit? La Radio France Internationale interdite d'émission depuis quelques jours pour des informations diffusées qui n'ont pas forcément plu au gouvernement en place, enfin à la junte en place. Oui, vous savez, les différents États que nous évoquons aujourd'hui sont en train d'agir en toute souveraineté. Je dirais la chose tout simplement. Agir dans le sens de leurs intérêts? De leurs intérêts, en toute souveraineté, posent des actes qui
qu'ils estiment être dans la droite ligne de ce qu'ils ont à faire. Et je pense qu'il n'y a pas de commentaires à faire à ce sujet-là. Parce que lorsque les Occidentaux ont décidé de supprimer, en droit d'interdire d'émission les chaînes russes, après la question, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on ne leur a pas demandé des comptes sur les raisons pour lesquelles ça a été fait. Donc je pense que chaque pays a un droit de prendre des décisions, de poser des actes qu'il semble, en tout cas qu'il considère comme étant donc, dans son avantage. Mais ce qui est quand même fondamental qu'il faut souligner, c'est la question de cette colère-là dont on est en train de parler contre la France, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou ailleurs. En Guinée, en Côte d'Ivoire. Partout où cela se manifeste, la question c'est de savoir. Alors la colère aujourd'hui, on dit, est dirigée contre la France. Mais lorsque la France partirait, qu'est-ce qui resterait? Parce que moi, je pense que le problème fondamental qui est là, c'est d'abord... Il y a la Russie qui arrive. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a l'Inde, il y a plein de pays qui sont là sur le terrain. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a une réaction, comme on le voit, une réaction contre la présidente française, mais est-ce là réellement le problème? Est-ce réellement la présence française, qui pose tant de problèmes? Ou est-ce que c'est personne? Ça, je disais tout à l'heure que je ne disais pas que c'était passionnel, mais je disais juste que cette analyse, quand on parle de la colère, est un sentiment. Et quand on parle de sentiment, il y a une dose de passion, plus que et de raison. Mais il reste à savoir comment équilibrer la part de raison et la part de passion. Et l'enjeu, c'est de faire tout possible pour éviter que la passion ne dépasse la raison. Ne s'impose à la raison. Parce qu'il faut quand même rester la tête sur les épaules et analyser froidement la situation. Et quand on analyse froidement la situation, on se rend compte que derrière tous ces slogans, derrière toute cette colère-là, dirigée aujourd'hui contre la France, il y a quand même une colère sociale des peuples qui sont en train de revendiquer quelque chose de fondamental, qui est le développement. Le développement social, économique et humain. Et donc, lorsque vous regardez la situation sous cet angle-là, vous vous posez beaucoup de questions, se demandez, est-ce que cette colère aujourd'hui dirigée contre la France est véritablement la cible qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez un pays comme le Mali, on aura beau faire partie de la France, mais est-ce que cela résoudra du jour au lendemain problème de développement, des problèmes auxquels font face les Maliens? Et là, vous vous rendez compte que la question est non. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les peuples, en tout cas les dirigeants africains, ont du travail à faire pour que cette colère-là de la population, aujourd'hui, qui s'est dirigée contre la France, ne se retourne pas demain contre eux, finalement. Lorsque la France serait finalement partie, ou en tout cas aurait réduit considérablement son impact, sa présence sur ces différents territoires-là. Et donc, c'est pour dire, c'est vrai, vous vous souvenez, après le fameux discours de la Baule, où l'on avait imposé en griffe la démocratie aux États africains, donc démocratie contre aide au développement. Vous vous rendez compte que après ce discours-là, et également précédemment avec le conflit Est-Ouest, la guerre froide, où vous avez des contextes où les pays comme la France, entre les pays occidentaux, dans leur grande majorité, parce que les contextes géopolitiques obligent, étaient donc obligés d'accepter. Tout à l'heure, mon confrère parlait de France qui soutient des dictatures. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, parce que j'estime que le contexte géopolitique, il ne faut pas confondre le droit international avec les relations internationales. Parce que dans ce contexte-là, les pays étaient obligés, ou en tout cas, ils se voyaient obligés de soutenir c'était un régime politique parce qu'il fallait maintenir un certain nombre d'intérêts en place. Et donc, c'est ce qui s'est passé durant toutes les années de 1945 jusqu'à 1990, au moins jusqu'à la chute du mur de Berlin, avant que, après le discours de la Baule, on entre dans une nouvelle phase de démocratisation avec ses conséquences. Avec ses conséquences également parce que, voulant toujours préserver les intérêts, mais on est obligé de faire des concessions, des compromis. Vous voyez ce qui s'est passé récemment avec le cas tchadien, où tout en condamnant la prise de pouvoir, plus ou moins illégale, on a de notre côté plus ou moins adoubé ce qui s'est passé parce qu'il y a des intérêts qui dépassent ce qui... Donc il faut vraiment... C'est pour ça que c'est assez complexe à analyser, parce que d'un côté, vous avez des intérêts géostratégiques, géopolitiques, qui surpassent toute question de droit international, qui surpassent toute question de logique même des relations, dans les relations. Mais quand on fait face à ces complaisances-là, on est obligé de prendre des décisions
Et parfois, c'est complètement contre nature, mais oui. c'est ce qui est. C'est ce qui est. D'accord. Travailler sur le social, travailler sur les questions de développement, c'est peut-être là la clé pour en finir avec ce sentiment anti-français sur le continent. Certainement, Oui. ça fait partie d'un des paramètres. Pour finir. Pour finir, oui. Ça fait partie d'un des paramètres. Mais il faut revenir par rapport au propos de mon confrère tout à l'heure. En fait, les 3 événements marqueurs qui ont caractérisé la fin de la guerre mondiale jusqu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, c'est la mondialisation, ensuite la décolonisation, et enfin, on peut aussi évoquer le phénomène des crises, des différentes crises qu'on traverse aujourd'hui. Et durant ces 3 phases ou ces 3 étapes, eh bien, je suis d'avis, comme un éminent professeur Bertrand Badi le dit souvent, moi je suis d'avis qu'on doit refonder les relations internationales. Parce qu'il a parlé d'intérêts. Totalement. C'est vrai, il y a des intérêts à gérer, mais est-ce qu'il n'est pas temps que le système international soit refondé, soit repensé? Parce que la véritable dynamique depuis ces 3 étapes que j'ai citées précédemment se concentre uniquement dans les pays du Sud, donc les pays africains. Donc pourquoi ne pas refonder les relations internationales en se basant sur ces questions que sont le développement, qui sont le social, qui sont l'économie, en misant surtout sur les forces vives que sont les ONG, même les médias aussi, et en mettant un tout petit peu de côté les politiques, sans chercher forcément à déstabiliser les politiques dans ces États. Et il est factuel, et ça c'est clair, on doit s'entendre là-dessus. La France s'implique dans les problèmes politiques des États africains. Mais s'il n'y avait pas ce stimulus, il n'y aurait pas eu de réponse. Le cas malien et maintenant le cas burkinabé aussi, ou d'autres cas à une échelle beaucoup moins grande, mais qui vont certainement sortir à un moment ou un autre. Et pour finir, je boucle la boucle en évoquant aussi la question de la souveraineté. Est-ce que nous ne sommes pas un peu dans une confusion de ce que c'est que la souveraineté? Chercher à s'impliquer dans les affaires d'un autre État alors qu'on a dit implicitement que la souveraineté, ça garantit à chaque État de s'occuper uniquement de ses problèmes. On peut leur apporter une aide, mais sans pour autant s'impliquer à l'intérieur de leur politique nationale. D'où la notion de la souveraineté qui devient de plus en plus complexe. On évoque la souveraineté classique, contemporaine, épousée par les Occidentaux, la souveraineté protectionniste épousée par les Polonais ou les Hongrois, et enfin les 2 autres types de souveraineté qu'on évoque, la souveraineté émergente qu'épouse la Chine, et beaucoup plus maintenant des États comme le Bénin qui épousent une souveraineté émergente, c'est-à-dire on veut bien de vos aides, on veut bien de vos soutiens, mais on reste droit dans nos bottes. Voilà, on reste droit dans nos bottes. Ne vous impliquez pas dans nos affaires internes. Ne cherchez pas à vous imposer à nous. Et ça, cette souveraineté, ce type de souveraineté prend de plus en plus de la voix sur l'autre souveraineté qu'ont imposé les Africains à un moment donné. C'est-à-dire cette souveraineté qui consiste à dire nous sommes dominés, mais nous cherchons à quitter votre domination. En faisons la part des choses. Et cette souveraineté est ambiguë et dépassée aujourd'hui. D'accord, merci Hamzat Abdoulaye. Olivier Michel de Campos, pour finir sur le sujet, travail sur le social, les questions de développement, la souveraineté aussi à respecter, éviter l'ingérence. Autant de solutions. Je dirais à mon confrère Hamzat qu'il me cite un seul pays, en tout cas une puissance économique qui ne s'ingère pas dans les affaires de d'autres nations. C'est pas possible, puisqu'il faut, c'est quasiment, vous savez, c'est un principe, c'est un principe du droit international qui dit la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, mais dans les faits, c'est pas possible. Plus compliqué que ça. Il faut s'ingérer pour pouvoir voir clair dans ce qui se passe et même influencer. Et maintenir sa suprématie. Et c'est ça, donc dénote même les zones d'influence. Donc la question de l'ingérence, ça, on ne peut même pas y revenir, en tout cas pas dans le cas. D'accord, votre solution, en 30 secondes. Ce que je dirais, c'est le drame de l'Afrique. 30 secondes. Le drame de l'Afrique, c'est d'avoir mis l'accent sur la démocratie des élections. D'accord. La démocratie des élections qui ne suffit pas, parce que la démocratie, ce n'est pas que les élections. La démocratie, c'est les élections, certes, mais c'est d'abord le développement. C'est la capacité à pouvoir développer sa nation, son pays. Donc, il faut que les dirigeants puissent, en plus des élections, mettre en place ce qu'on appelle la capacité d'action publique.
c'est-à-dire la légitimité d'action publique, donc du dirigeant qui est en capacité de répondre aux aspirations de son peuple, de répondre aux besoins fondamentaux de sa nation, apporter le développement, apporter le nécessaire à son pays, pour justement éviter que nous trouvions dans des situations de crise sécuritaire ou de crise économique et sociale qui donnent flanc à tout ce que nous pouvons observer ailleurs comme difficultés et autres. Merci beaucoup d'être venu au plateau Olivier Michel de Campos. Merci à Hamzat Abdoulaye. Vous êtes tous deux consultants et analystes géopolitiques. Avec vous, on a abordé donc la question épineuse de la colère dirigée contre la France sur le continent, tenant et aboutissant. Et perspectives aussi ont été abordées. Rendez-vous très prochainement au plateau pour d'autres échanges aussi intéressants que celui de ce jour. Top effet de l'attitude de Calais, top effet de matin de ce jour. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. À jeudi prochain.